relier santé humaine, santé de l'environnement et des écosystèmes et santé animale pour anticiper les crises sanitaires de demain. Tel est le cœur de l'approche One Health, plus connue dans l'espace francophone sous le terme « Une seule santé ». Replacée au devant des enjeux sanitaires suite à la pandémie mondiale de Covid-19, évoquée dans l'actualité à travers des cas d'hantavirus détectés sur un navire de croisière au Cap-Vert, le One Health repose sur un constat simple. La santé humaine est étroitement liée à celle des autres vivants, et plus encore, elle en dépend. Alors comment intégrer cette vision globale de la santé dans des systèmes encore largement cloisonnés ? Passer d'une logique de soins à une logique de prévention en repensant notre rapport aux vivants. Fidèle à cet adage, le docteur Manon Lounas, chercheuse spécialisée dans l'écologie et l'évolution des maladies infectieuses à l'IRD, est l'invitée de cet épisode. Une expertise qu'il a hissée au rang de coordinatrice scientifique pour l'initiative internationale PRESOD, qui vise à prévenir les pandémies liées aux zoonoses. Son socle, je vous le donne en mille, n'est autre que l'approche One Health. Vous écoutez Inspirons, le podcast en santé environnementale d'Atmosune. Bonjour Manon Lounas. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir décrypter avec nous cette approche dont on entend toujours plus parler, One Health, une seule santé dans sa traduction française, qu'il n'est pas rare non plus d'évoquer sous les termes de santé globale ou encore de santé unique. Alors cette approche One Health, Manon, vous la connaissez particulièrement bien, puisqu'elle sert de socle à l'initiative internationale PRESOD et ses programmes de recherche, qui visent donc, comme on disait en introduction, à prévenir les pandémies liées aux zoonoses, donc toutes ces infections, ces maladies qui sont transmises des animaux aux hommes. Cette approche One Health, Manon, on en parle beaucoup, de plus en plus, mais c'est une façon d'aborder la santé qui n'est absolument pas nouvelle. À quand remontent exactement ses origines ? Alors oui, en effet, donc l'approche One Health peut sembler très contemporaine finalement, puisqu'on en a beaucoup entendu parler, comme vous l'avez dit, à la suite de la pandémie Covid-19. Mais ses racines sont très anciennes. Si on remonte au plus loin, on peut parler de l'Antiquité grecque, avec Hippocrate, qui expliquait déjà que la santé humaine dépendait de l'environnement. Ces idées ont traversé les siècles, puisque à la Renaissance et puis sur les siècles après, toute cette interconnexion a inspiré les premières politiques d'hygiène publique. Gestion des déchets, accès à l'eau potable, donc tout ça en fait ça part du constat que notre santé est très liée à celle de l'environnement dans lequel on vit. Et puis finalement, si on fait un saut dans le temps, l'approche One Health a été formalisée au départ par le terme One Medicine, donc à partir des années 80 où on est parti du constat que les animaux pouvaient nous transmettre des maladies et que finalement il fallait faire travailler ensemble les médecins et les vétérinaires pour traiter ensemble ces maladies. Et ensuite ça s'est ouvert à partir du début des années 2000 à l'approche One Health. Alors quand on dit que les animaux peuvent nous transmettre des maladies, il faut aussi comprendre qu'en fait ce One Health ne dit pas il faut éradiquer en fait les animaux qui nous transmettent des maladies, mais c'est agir en amont, souvent sur des actions qui sont de fait de l'homme et qui déclenchent ces maladies et qui après se répercutent sur l'homme. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette conception ? Donc alors là on parle de la conception de la prévention primaire ou prévention à la source qui mobilise une approche One Health. Pourquoi la prévention à la source ? Parce qu'en fait, ces maladies qui sont transmises entre les animaux et les hommes, en fait, ces virus, ces bactéries circulent dans la faune sauvage ou chez les animaux domestiques depuis très longtemps, mais c'est l'impact des activités humaines dans l'environnement sur les animaux qui nous a exposés à ce risque d'arrivée des maladies dans les populations humaines. Donc c'est vraiment par exemple des actions telles que la déforestation qui entraîne de nouveaux points de contact en fait entre la faune sauvage dans laquelle il y a, on les appelle des autres réservoirs, dans lesquels il y a des virus potentiellement circulants. On déforeste, on a tendance à stresser ces animaux qui vont devoir se déplacer. Et en général, ils se déplacent plus près des populations humaines pour aller chercher de la nourriture. Comme ils sont stressés, ils ont tendance à excréter plus de particules virales, par exemple, et donc ça crée des nouveaux points de contact. Donc c'est vraiment pas les animaux en soi le problème, mais bien l'impact des activités humaines et la déstabilisation des écosystèmes par l'homme qui crée en fait ce déséquilibre écosystémique et ensuite engendre un risque plus accru d'émergence de maladies finalement. Alors c'est vrai que l'actualité vient nous rappeler l'impact de ces maladies zooniques sur l'homme avec ce bateau de croisière où on a détecté des cas d'hantavirus. Alors si on remonte un petit peu à la genèse de tout ça, c'est des maladies de rongeurs qui ont été transmises à l'homme et tout ça remonte quand même à des actes issus de l'homme au départ.
Oui, tout à fait. Alors là, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle le cas index, le moment où on a eu ce saut de pathogène d'un rongeur au premier cas humain qui est ensuite arrivé sur ce bateau. Mais oui, c'est un exemple parfait du risque justement d'avoir des activités humaines. Alors là, en l'occurrence, c'est une activité touristique. Donc le tourisme a tendance à amener beaucoup de personnes au contact de la faune sauvage en fait. Et le problème, il est là. C'est encore une fois création de nouvelles zones de contact sur des populations animales potentiellement stressées. Et ensuite, on ajoute à ça un bateau de croisière avec des personnes qui viennent de pays différents, qui rentrent chez eux. Et donc là, c'est le cocktail des pandémies, c'est-à-dire qu'on a en plus l'effet de la mondialisation qui fait qu'on passe d'une émergence à un point A à ensuite une pandémie. Alors là, dans le cas de l'hantavirus, c'est évidemment pas une pandémie et probablement que ça n'en sera pas une. Donc épidémie à échelle locale. Pour le Covid-19, ça a été pandémie parce que c'était un virus qui se transmettait très facilement entre les hommes. Alors justement, le Covid, ça a été un petit peu l'occasion aussi de ramener ce concept de One Health, une seule santé, sur le devant de la scène. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que finalement, le Covid-19 a permis de faire prendre conscience aux politiques publiques du coût de ces pandémies. Il y a eu un coût humain énorme et aussi un coût économique énorme. Donc finalement, ils sont revenus vers les scientifiques qui disaient attention, ça va arriver. On ne peut pas continuer à perturber l'écosystème et à amplifier le changement climatique sans conséquences. Il y aura des conséquences, ça en était une. Et donc c'est ça qui a permis de dire, donc maintenant écoutez-nous et faisons de la prévention. Connectons les santé animales, humaines et environnementales pour éviter que ça se reproduise. Parce que, en fait, c'est pas une question de si ça va se reproduire, mais de quand ça va se reproduire. On le sait, ça va arriver si on ne fait rien. Alors, juste, on sait aujourd'hui qu'il y a 70%... 75. Ah, 75. Donc, des maladies émergentes qui viennent des animaux. Qu'est-ce qui favorise, en fait, ces passages ? C'est un alignement de conditions, c'est assez complexe quand même, le saut d'espèces. Donc il y a à la fois, comme je disais, les points de contact. Donc il faut que deux espèces se rencontrent physiquement. Il faut aussi que le pathogène ait la capacité de passer à notre hôte. Et cette capacité, elle est accrue s'il mute beaucoup. Donc, comme c'est le cas de virus et comme ça a été le cas pour le Covid-19 ou pour la grippe aviaire, par exemple. Il y a énormément de conditions qui doivent s'aligner pour qu'un pathogène arrive à un moment à passer entre deux espèces. Mais en fait, l'action de l'homme a tendance à favoriser ces conditions. Donc, typiquement, le cas de la grippe aviaire. Donc, on a une grippe qui, à la base, circule que chez les oiseaux sauvages, normalement, principalement. Sauf que on a des élevages de volailles qui sont en conditions très stressantes, donc qui ont un système immunitaire qui est pas très fort s'il y a un nouveau virus qui arrive, premièrement. Ces volailles, elles sont toutes pareilles, c'est des clones. Donc si un virus arrive dans une volaille, après, tout le cheptel peut être infecté. Donc ça, c'est typiquement plein de petits paramètres qui, s'ils sont tous alignés, font que le saut d'espèce peut arriver. L'homme étant en contact avec ce cheptel, le virus, s'il passe, mute plus vite. Et donc là, on a la voie de potentielle transmission de ce qu'on appelle le spillover ou le saut d'espèce. Et c'est ça qu'on veut éviter quand on fait de la prévention. Et c'est exactement ce que vous faites au travers de l'initiative internationale Présode, dont on pourrait dire que l'adage, c'est un peu prévenir plutôt que guérir. Est-ce qu'on peut revenir sur ses origines, vraiment brièvement, présenter un petit peu les ambitions ? Donc c'est une initiative qui est née justement au lendemain de la pandémie de Covid-19, c'est ça ? Exactement, elle a été lancée par le président Emmanuel Macron lors du One Planet Summit en 2021. Justement à la suite du constat de la Covid-19, de la pandémie qui aurait dû être évitée. Et donc la question, c'est prévenir plutôt que guérir, comme vous l'avez dit. Et pour ça, on a un triptyque un peu d'action, c'est comprendre, vraiment générer de la connaissance pour bien comprendre les systèmes qui sont des systèmes complexes, comme on l'a vu, avec des interactions qui sont pas linéaires entre des facteurs structurels, systémiques. Ensuite, co-construire des stratégies de prévention. Donc, co-construire, c'est-à-dire avec les acteurs, les communautés locales qui vont déployer ces stratégies sur le terrain et qui sont eux-mêmes dans le front de ces émergences. Donc, c'est vraiment les acteurs principaux qui peuvent alerter et qui peuvent agir. L'idée, c'est vraiment de co-construire avec eux ces stratégies de prévention. Et enfin, surveiller précocement le risque, donc c'est-à-dire avoir un maintien de vigilance au niveau de l'environnement et au niveau des animaux pour être sûr que si on n'arrive pas à prévenir tout le risque, et bien sûr qu'on n'arrivera pas à prévenir tous les risques, on sera capable de les détecter très tôt pour pouvoir agir avant que ça arrive dans les populations humaines. Alors je vais
Évidemment, vous demandez à Manon de nous donner un exemple d'action, mais juste avant, je voulais préciser en fait que l'initiative internationale Présode rassemble quelques 250 membres. Alors là, on est à 287 membres, à 37 pays signataires, et effectivement, sur les 2 premières années, on a organisé des ateliers de co-construction justement à l'échelle de différentes régions du monde. Donc on a rassemblé plus de 500 participants. C'est ce qui nous a permis de construire la feuille de route de l'initiative, donc de construire aussi des programmes de recherche adossés à cette initiative. Donc en termes d'activité, pour vous donner un exemple, en Thaïlande, donc l'équipe sur place du CNRS travaille dans une communauté où donc le village en fait vit aux abords d'un parc national qui est très conservé et où il y a une gestion communautaire de la forêt. Et en fait, ils travaillent là-bas pour comprendre quel est l'effet de la reforestation dans cette zone sur la circulation de maladies. L'idée étant qu'au plus on conserve la biodiversité, plus il y a un effet protecteur de cette biodiversité, notamment dans les forêts. Et donc là, par exemple, ils observent dans cette forêt qu'en reforestant, il y a de nouvelles espèces animales qui se sont réintroduites venant du parc national et qui ont régulé, par exemple, les populations de rongeurs potentiellement porteurs d'hantavirus. Et oui. Donc ça, c'est un exemple typique des actions qu'on suit, qu'on étudie. Évidemment, une reforestation, ça prend plusieurs années. C'est pas Présode qui a planté les arbres. Donc là, c'est vraiment un suivi de 20 ans de cette forêt. Et donc nous, là, ce qu'on appuie, c'est la compréhension de ce qui se passe dans cette forêt et la discussion avec les personnes présentes dans la communauté au niveau du village. Et c'est là où le One Health prend tout son sens. C'est-à-dire que là, on organise, par exemple, des ateliers de discussion avec tant les personnels de santé qui s'occupent des populations humaines, des vétérinaires, des gardes forestiers, des chefs de village. Donc en fait, c'est toutes ces personnes qu'on met autour de la table. On croise des expertises et on crée des synergies. On croise des expertises, on les fait discuter et on essaie de trouver un objectif commun, une vision commune, parce qu'évidemment, ceux qui vont travailler dans la conservation du parc vont être vraiment très focalisés sur surtout pas avoir un impact de l'homme dans les forêts, là où certains villageois ont besoin d'aller dans la forêt pour subsister, pour l'agriculture. Donc en fait, c'est essayer de trouver un point de convergence qui convienne à tous. Au fond, en fait, est-ce que prendre soin des écosystèmes et du vivant plus largement, ça devient une politique de santé publique à part entière, selon vous ? Ah bah oui, là je réponds oui sans hésitation. Évidemment que, en fait, c'est une urgence. Il faut absolument qu'on conserve, qu'on prenne soin, qu'on reforeste et qu'on passe aussi de pratiques agricoles intensives à des pratiques d'agroécologie. C'est tout autant de changements de pratiques qui vont permettre de diminuer des risques d'émergence de maladies et qui vont améliorer la santé des populations humaines, la santé globale, la santé des animaux. Et en fait, tout ça est tellement lié que oui, c'est clairement une politique de santé publique. Oui, puisqu'on se rend compte, c'est qu'en fait, ça touche tous les domaines de la vie, autant les politiques publiques que la médecine, que l'agriculture. Le One Health est en réalité omniprésent dans notre vie quotidienne, donc que ce soit à travers l'alimentation, l'usage des pesticides, ce qu'on donne aussi, ou comment on traite nos animaux domestiques contre les puces, les tiques ou autres, mais aussi, bien sûr, la qualité de l'air avec tous les polluants atmosphériques qui gravitent. Quels seraient, Manon Lounès, les conseils que vous pourriez nous donner à nos auditeurs aujourd'hui pour le faire vivre dans nos vies de tous les jours et adopter en fait cet adage prévenir plutôt que guérir? Alors déjà, je dirais que au niveau des politiques, des décideurs, donc en gros, chaque euro investi en amont de l'émergence va vous économiser une gestion de crise et là vraiment, c'est du bon sens en fait. Il faut prévenir et en plus les co-bénéfices sur tous les autres pans de la société, en fait, ça va être un cercle vertueux qui va sur la durée avoir des retombées positives qui sont démontrées. Donc vraiment, c'est urgent. Il y a aussi l'éducation des enfants, donc les adultes de demain en fait, qui pour moi une voie d'espoir parce qu'il faut vraiment que ça s'inscrive dans nos identités. C'est ce que j'ai pu observer au Costa Rica quand j'y étais. Et dans nos sociétés occidentales, on s'est détaché de ce lien à la nature. Et pour moi, c'est un lien qu'il faut qu'on réintègre via l'école, au travers de nos enfants, parce que ça va être vraiment eux la génération porteuse d'espoir. Et je pense qu'on le voit aussi quand même en termes d'écologie, c'est beaucoup plus présent. Et en tant que citoyen, prendre conscience de ce lien avec la nature. Même si on habite en ville, on est tout le temps lié aux animaux ou à la nature parce qu'on mange, par où on vit. Et donc tout cela fait partie de notre santé. Et donc c'est important de se rendre compte de la façon dont on consomme, la façon dont on voyage. Tout ça, en fait, a un impact sur notre santé à un moment.
voilà, soyons responsables aussi là-dessus. Et accepter aussi peut-être une zone d'inconfort par rapport à tous les mécanismes qu'on a eus pour s'assurer la vie la plus confortable possible. Oui, et puis bon, c'est de l'inconfort par rapport à ce qu'on nous a fait intégrer. Pour moi, on nous fait croire que le confort, c'est consommer plus. C'est vraiment un changement de posture aussi et de vision. Et en fait, c'est repenser aussi ça, se questionner. Est-ce que c'est vraiment ça finalement, ce vers quoi on veut aller? Est-ce que c'est vraiment ça le confort? On va rester sur cette interrogation et chacun pourra l'accueillir et la penser comme il le souhaite. Merci Manon Lounas d'être venue nous parler de cette approche One Health qui, souhaitons-le, soit amenée à prendre une place toujours plus importante dans notre façon d'aborder la santé. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, si vous avez aimé cet épisode, merci de lui laisser un commentaire pour qu'il remonte dans les suggestions d'écoute sur les différentes plateformes, de vous abonner à la chaîne Inspirons d'Atmosud si ce n'est pas encore fait, et de le partager autour de vous pour que les enjeux de santé environnementale liés à la qualité de l'air circulent auprès du plus grand nombre. Vous pouvez aussi le recevoir tous les mois directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter Inspirons via les liens laissés dans le descriptif de cet épisode. On se retrouve le mois prochain autour d'un nouveau thème pour ouvrir grand nos yeux sur ce que l'on respire sans le voir. D'ici là, prenez soin de vous.